écoutez, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur notre page Facebook pour cette émission On en parle. On en parle qui est de plus en plus regardée sur cette même page, sur la page de Patrick Magès. Donc on en parle de la vie locale et c'est important que nous le rappelions. Benjamin Baron est une nouvelle fois à la technique, à la réalisation de cette émission. Le thème de notre entretien que nous allons traiter, la police municipale et nationale, et en particulier la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Nous recevons aujourd'hui Richard Tibérino, adjoint au maire délégué à la sécurité, Jean-Daniel Despouillans, référent sécurité du comité de quartier Pêche-Bouteille, André Bonorat, un ancien fonctionnaire de police, et Philippe Roata, avec lequel nous avons eu l'idée de créer cette émission. C'est un ancien haut fonctionnaire territorial, moi je l'appelle plutôt le grognard, mais je ne suis pas Napoléon, je vous rassure. Donc, merci Richard. J'ai eu le temps quand même de rejoindre mes invités. Merci Richard de nous rejoindre pour cette émission. Merci de m'inviter. Ça nous fait particulièrement plaisir. Donc, on a le terme grognard et réservé aux gaullistes. Oui, parce que quelqu'un qui s'appelle comme ça. À ce propos, je me donne l'occasion d'en parler. Deux gaullistes pieds noirs, vous êtes les seuls dans le. C'est vrai. En fait, je suis un gaulliste d'avant 62. Hein. Ah oui, ça va. Je précise. C'est comme nous. Mais on est nés au même endroit. La même année. Bon, on mangera le couscous après. Allez, donc en recevant aujourd'hui Richard Tibérino, bien connu des Limois, adjoint très proche de Jean-Paul Fournier, je me suis demandé de quelle façon je devais le présenter. En effet, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, Richard. Après Laurent Burgoa, Julien Plantier, Franck Proust, Tola également, prêt à partir à la conquête de la mairie de Nîmes pour 2020. Alors, dois-je te dire bonjour, monsieur le futur maire de Nîmes? Non, je préférais que tu dises bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami, alors. Donc, alors, tu préfères? Tu veux des explications sur ma candidature, peut-être? Allez, vas-y. Ben, les explications, c'est qu'en effet, plusieurs noms circulent, il y a des noms tout à fait légitimes. J'ai simplement annoncé qu'il faudrait aussi compter avec moi pour la candidature à la candidature, hein, bien évidemment. Je ne fais rien contre mon parti, rien contre mes amis. Et avant toute chose, je ne ferai rien si Jean-Paul Fournier ou Franck Proust décident, parce que ce sont nos deux candidats légitimes. Donc on a déjà quand même entendu parler de Burgoa et de Plantier également. Oui, bien sûr, ils sont légitimes. Ils sont légitimes également. C'était bien de le préciser quand même. Bon, pour ouvrir le débat, il est prévu que le gouvernement Macron doit mettre en place pour 2019 une police de sécurité au quotidien. Donc, quel avantage ça peut avoir pour Nîmes? Et pourquoi justement dans les banlieues? Sachant que dans les banlieues, la délinquance est passée de la banlieue en centre-ville. Donc, on va nous éclairer là-dessus, on demandera à Philippe Roata, à Daniel et à André. Je pense que la démarche est bonne parce que on remarque au quotidien qu'il y a une fracture entre une partie de la population et les policiers, puisque depuis quelques années, depuis que Nicolas Sarkozy a dissous la police de proximité, la police nationale est devenue essentiellement une police que de répression, alors que le contact avec la population est indispensable. Ça, c'est le bon côté des choses, donc moi je me réjouis de voir cette PSQ créée. Après, mes craintes, elles sont de deux sortes. D'abord, la quantité de renforts d'effectifs qu'on va recevoir, parce qu'on nous annonce entre 15 et 25. Si c'est 15, autant qu'on fasse rien, parce que ça ne servira à rien du tout. Je dirais plutôt, et le préfet est d'accord avec moi, que 25 est un minimum sur un quartier comme Fessenheim-Valdebourg, qui compte 17 000 habitants. Ça, c'est ma première réserve. La deuxième, c'est que j'espère, et j'ai mis des réserves, sur les missions qu'aura cette PSQ, parce que si on doit retomber dans les travers de l'ancienne police de proximité que j'ai bien connue, et je ne faisais pas de politique, j'étais commerçant à Galerie Wagner à la ZUP, et j'avais le poste de police de proximité en face de mon magasin. Donc je voyais bien ce qui s'y passait, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire on faisait copain avec les petits dealers du quartier, on jouait au foot avec eux, raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a dissous. Mais il a, à mon avis, et Dieu sait s'il a soutenu Nicolas Sarkozy, la solution n'aurait pas dû être la dissolution, mais simplement une réaffectation des missions. Un policier reste un policier, il doit faire de la répression également, même s'il y a une partie préventive.
Donc il n'aurait jamais dû dissoudre, il aurait tout simplement dû leur donner des missions de policier. Qu'est-ce que tu en penses, André Bournois? Alors, moi je trouve que oui, c'est une bonne chose présentée comme ça, c'est une très bonne chose. J'ai beaucoup de crainte, peut-être plus que Richard, parce que je pense qu'avant de créer une PSQ, il faudrait peut-être d'abord réformer le code pénal et surtout le code de procédure pénale. Parce que là, je crois qu'on va faire les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on va mettre des effectifs dans les quartiers sans moyens légaux, sans les codes derrière eux, sans moyen d'intervenir. Et là, on aurait dû d'abord faire une réforme sur les lois, et ensuite, on applique sur le terrain les réformes. Là, c'est pareil, si on met des effectifs et qu'on ne peut pas aller plus parce que la loi nous interdit, je ne vois pas la différence. Je vois pas. Et puis en plus, le terme police de sécurité au quotidien me fait un peu rire. Ça veut dire que tous les jours, il n'y a pas de sécurité dans la police. On ne fait rien, quoi. Il n'y a plus, pas sur rien. On va demander l'avis à Daniel Jean-Daniel Poudin, lui qui est référent, bonjour Jean-Daniel, toi qui es référent au comité de quartier puis à UT, tu es référent sécurité, c'est ça? Référent sécurité. Moi, le fait d'être référent sécurité, ça a été instauré, si on peut le dire comme ça, effectivement sur la police de proximité, mais à l'époque. Il y avait eu une discussion avec la préfecture et la mairie. Puis, au moment où on était en train de monter cette affaire, où on mettait au centre des informations, parce que la police ne fonctionne, à mon avis, et Richard on le pour mentir, elle ne peut monter que par les informations que les citoyens sont en capacité de faire remonter à la police, parce que le fonctionnement, la prévention et les actions fonctionnent là-dessus. Donc nous, on a passé là-dessus. On a passé un accord de charte en février 2011 avec la mairie, puis après la police nationale est venue, et moi je travaille avec la police nationale et la police municipale. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de police de sécurité au quotidien, pour moi c'est l'ancienne police de proximité. Ça ne peut être quelque chose. Alors, moi, le nombre d'effectifs, personnellement, je n'ai pas la vision de la ville complète. Je n'ai que celle de mon quartier. Ça ne peut être qu'un plus, à condition que cette police de proximité travaille avec les citoyens du quartier, c'est-à-dire travaille avec les associations. Avec des associations qui sont dans le quartier. Mais comme disait Philippe, qui eux connaissent le milieu. Comme disait Richard tout à l'heure, c'est peut-être un petit souci parce que nous sommes trop copains, non, c'est ce que tu voulais souligner. Non, attends, moi j'ai pas dit qu'ils participent en tant que tel au fonctionnement de telle association ou pas. Mais les informations, aujourd'hui, on peut demander à Richard comment on fonctionne. Moi je reçois des informations et je les transmets à la police nationale, à la police municipale, pour leur permettre de faire leur travail. Je ne veux pas remplacer, il n'est pas question pour moi de remplacer la police nationale, la police municipale, mais de leur faire remonter un certain nombre d'informations. On va demander. Aujourd'hui, vous avez, moi pour mon quartier, je vais parler d'un quartier, PSDT, il y a environ 200 personnes qui font remonter des informations. Ça fait 200 yeux, 200 oreilles, les yeux, les oreilles, au comité de quartier. Qui est au comité de quartier qui font remonter les informations. C'est autant d'informations qui remontent. Nous allons demander le point de vue de Philippe Auroy. Philippe. Le thème d'aujourd'hui, la sécurité, c'est complexe parce que il y a naturellement la situation locale qui dépend donc des élus ici au plan local. Et il y a la situation d'une politique générale. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'il y a un grand décalage entre la population et sa police. Et c'est ça qu'il faut essayer de refonder et d'essayer de le combler. Alors, il est certain qu'on est passé par deux septennats, celui de Sarkozy, donc, qui a enlevé la police de proximité, qui a diminué les effectifs, de la gendarmerie.
Et celui de Hollande a été marqué par la présence de Valls. Lui, c'était des grands coups de menton, on va. En moralité, aujourd'hui, les fonctionnaires de police, ils sont coupés souvent du peuple parce qu'il y a eu des interventions quand même musclées contre les officines de gauche, contre ceux qui... il y a eu des manifestations là, à la fin du mandat de Hollande qui étaient très violentes, hein, avec des ordres, on leur disait de ne pas intervenir, quand ils intervenaient c'était la cata parce que ça tapait fort. Alors il y a tout ça, il y a la politique du chiffre aussi que Sarko a mis en œuvre qui est à mon avis une des causes de ce décalage entre la population et la police. Dans les quartiers populaires, j'ai bien connu en Seine-Saint-Denis, mais tout le connaît bien à Nîmes, il y a aussi les contrôles aux faciès, il faut se voiler la face, il y a des contrôles aux faciès, et les contrôles aux faciès, ils ont des conséquences déplorables, c'est-à-dire après, refus sur plat, et on en veut à tout le monde, voilà. Bon. Alors il y a tout ça à remettre d'équerre, je crois, et ça va être une vaste. Et puis il y a aussi ce problème de sentiment d'insécurité. Moi, c'était un débat qui était déjà venu sur le tapis sous Jospin. Moi je pense qu'il y a aussi un sentiment d'insécurité qui flotte et qu'on n'en est pas au stade de gravité extrême, comme on veut bien dire. Et l'affolement sécuritaire, à mon avis, il est inefficace. Question passe, Richard. Moi, je voudrais rebondir sur les propos d'André. Je ne suis pas là pour défendre la politique du gouvernement, vous vous en doutez. Je ne suis pas macroniste, mais au-delà de la PSQ, le ministre de l'Intérieur nous a annoncé d'autres mesures. Donc parmi ces mesures, il y a la simplification de la procédure pénale, ça c'est vital, je vais vous dire pourquoi après. Il y a réduire des tâches administratives et indues. Comme exemple, on nous donne, quand il y a des élections, vous allez faire vos procurations au commissariat, avouez que ce n'est pas à des policiers de faire ce boulot, c'est plus à un service d'état civil de mairie ou de la préfecture, mais pas à nos policiers qui ont déjà beaucoup à faire. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Daniel, donc c'est assurer une plus forte présence sur la voie publique au contact de la population et des associations, et renforcer la coopération avec les polices municipales, chose qui est faite depuis longtemps à Nîmes. Au niveau des lois qui seraient à changer pour permettre aux policiers en général de mieux travailler, moi il y en a au moins deux qui sont essentiels et ça fait partie de mes propositions quand j'ai fourni mon travail au ministère de l'Intérieur quand il y a eu les concertations. D'abord c'est au niveau des stupéfiants. Là on est dans un quartier qui au niveau stupéfiant est bien plus connu encore que ce cela dans le Qu'est-ce qui se passe? Nos concitoyens ne comprennent pas qu'un policier peut passer devant un gars qui est en train de fumer un chichon ou en train de vendre 3 grammes sans rien dire. Mais pourquoi il est terrible? C'est parce que la procédure elle va durer 2 ou 3 heures au commissariat et que le gars il est dehors au bout de 5 minutes. Donc là aussi je pense à Macron qui lui veut contraventionnaliser les consommateurs. C'est-à-dire un policier municipal ou national passe, le gars est en train de fumer un jouet ou en train de vendre 3 grammes, à 50. PV électronique, il se prend 250 € de la l'État. Donc simplification de la procédure pénale. Et deuxième mesure, mais alors là ça fait 20 ans que je fais la politique et 20 ans que je suis avec ça, et c'est de plus en plus vrai, c'est la réforme de l'ordonnance de 45 qui gère le côté judiciaire des mineurs. Aujourd'hui, j'ai encore eu le cas ce matin, un gamin de 17 ans que le commissariat avait arrêté la semaine dernière, justement, pour une forme de drogue qui a été relâché dessus. C'est refait arrêter sur ce secteur, ça s'est passé il y a 2 heures, et a mis au tapis 2 policiers, dont un qui a 3 jours disputé, mais il a 17 ans, donc à l'heure où je vous parle, il doit être dehors. Donc il faut refaire cette ordonnance de 45, qui a été faite à une époque où les mineurs étaient des vrais mineurs, c'est-à-dire qu'ils mesuraient 1m45, 1m50 et pesaient 40 kg. Aujourd'hui on a, je vois la soupe, ils font la muscu et tout, c'est des bêtes, ils ont 16 ans, ils font 1m90 et 100 kg de muscle. Donc il faut revoir ça, tout en gardant l'esprit de l'ordonnance de 45, c'est-à-dire de protéger les mineurs. Mais il y a des gamins aujourd'hui qui ont un lourd passé judiciaire, il ne s'agit plus de les protéger, mais il s'agit de les mettre hors d'état de nuire. Et ça c'est ma position, mais j'en ai montré ça. Et donc, ne penses-tu pas qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs policiers? Et justement, je voulais te poser cette question. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de police municipale que de police nationale. C'est pas faux. C'est vrai? C'est pas faux dans l'organisation. Voilà. C'est-à-dire que l'effectif est peut-être
pas sur pareil, je pense. On est même supérieur au commissariat, il est supérieur, mais ils ont des missions que nous on n'a pas. Les missions qu'ils n'ont pas et les horaires sont différents, ce qui fait qu'on voit plus la municipale que la nationale. La véritable, à l'époque j'ai défendu Sarkozy quand il a dissous la police de proximité, parce que la véritable police de proximité restera la police municipale, surtout dans les villes communes où on a une grosse police municipale. Et quand tu dis justement qu'on est plus nombreux que la nationale, j'en ai pour exemple, c'est rare que sur une intervention la police municipale demande le renfort de la nationale, on avait toujours à se débrouiller. Par contre c'est quotidien que la nationale nous demande un renfort. Bon, donc ça prouve qu'on est plus nombreux. Vas-y, oui, parce qu'on arrive même aujourd'hui, parce que finalement, s'il y a eu une police municipale mise en place, c'est parce qu'il y avait des faillances de la police nationale. Il y avait un mouvement quand ça s'est mis en place, notamment dans les municipalités de gauche, en disant c'est pas à nous de faire ça, c'est régalien, c'est l'État qui doit s'en occuper. Et on assiste aussi aujourd'hui à un mouvement inverse, c'est-à-dire que les policiers municipaux, je ne sais pas si c'est à Nîmes, ils voudraient obtenir finalement la totalité du statut de la police nationale, parce qu'ils sont amenés à faire le boulot de la nationale qui ne peut pas le faire. Alors c'est aussi une question, ça. Au niveau judiciaire, il y a très peu de différence, hein, parce que, bon, quand on connaît un peu la procédure pénale, l'agent police municipal est APJ 21, je crois, et le gardien de la paix est APJ 20. Donc c'est un peu plus que, mais je veux dire que si c'est APJ 20, je ne pense pas que ça créerait beaucoup de problèmes. Non, mais par contre, juste un détail, une simple mise en fourrière, on en fait 2500 par an. On ne peut pas la faire de nous-mêmes. C'est-à-dire on est obligé d'appeler le commissariat, demander l'avis d'un officier de police judiciaire, un OPJ. Le maire qui peut le faire, hein. Non, parce que c'est géré par le procureur et les différents procureurs qu'on a eu refusent. Donc voilà, même pour une fourrière, on est obligé de faire appel à un OPJ. D'où les propositions que j'avais faites, mais qui n'ont pas été retenues, c'est la création dans les grosses polices municipales, avec plus de 50 ou 100 policiers, d'avoir la possibilité d'avoir un OPJ, soit du commissariat détaché, soit un policier, un directeur de police qui devient OPJ. Ils sont combien les policiers municipaux ici? À Nîmes, 159. Déjà, c'est une grosse police quand même. On est à 7e de France. Et au point de vue vidéosurveillance, tu as Nice et tu as Nîmes. Ouais. Hein? Ouais. Donc quand on voit le résultat, malheureusement, ce qui s'est produit pour le 14 juillet à Nice, on sait que la vidéosurveillance n'est pas obligatoirement performante dans ces cas-là. Ils n'ont pas vu le camion se balader 2 jours avant. Voilà. Elle n'est pas performante surtout, et notamment, alors maintenant nos agents sont formés notamment par les services spécialisés des commissariats, que ce soit nos policiers municipaux ou nos opérateurs vidéo, sont formés au risque terroriste. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, même à Nice, je ne peux pas défendre les Niçois que je connais bien, mais on n'était pas formés à ça. Là aujourd'hui, à Nîmes, on l'avait fait aux derniers conseils, on a acheté des herses, on a acheté des trucs que jamais j'aurais imaginé acheter pour la ville de Nîmes il y a 2 ou 3 ans. Là maintenant le risque terroriste est omniprésent. La police municipale est obligée de s'adapter tout à fait cas. On est en train de changer leurs armes, ils vont avoir des armes automatiques, ils vont avoir des gilets pare-balles plus blindés, ils sont formés à l'école de police par des policiers nationaux au-dessus des dommages. Bon, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais on est obligé d'être prêt à toute éventualité. Jean-Daniel, tu voulais... C'est pour revenir un peu sur ce que disait Philippe tout à l'heure sur le sentiment d'insécurité. Moi je peux dire que sur mon quartier, je ne parle pas du reste, sur mon quartier, ce sentiment d'insécurité était grandissant à une époque. Richard Tiberino qui venait représenter la mairie aux assemblées générales, comme on dit à l'époque, il en prenait plein la pipe. C'était sur la sécurité à outrance. C'est à ce titre-là qu'on a essayé de monter dire on va s'occuper nous aussi de la sécurité, en tant que citoyen on va s'occuper de la sécurité et on va faire un... Et moi je peux vous dire aujourd'hui que le sentiment d'insécurité sur notre quartier, je ne dis pas ailleurs, au-delà des résultats qu'on a pu avoir, en 7 ans, on a diminué le taux de délinquance sur le quartier de 46%. C'est bien qu'en travaillant avec les citoyens, on arrive à faire un certain nombre de choses. Tout n'est pas formidable pour autant. Et moi, je suis pour, effectivement, qu'on voit davantage de police. Moi, ce qu'on a trouvé avant les hirondelles, aujourd'hui, c'est plus des hirondelles, mais c'est de pouvoir dire il faut qu'il y ait une présence dans le quartier. Et ça empêche un certain nombre de choses. Rappelons où se situe le quartier Puy-Dutheil.
Alors, en dessus, si vous voulez, c'est au-dessus du Jean Jaurès, si vous voulez, du stade du Vallon d'un côté, au stade municipal de l'autre. Voilà, donc c'est sensible, un quartier sensible également. Disons que c'est un quartier, mais par rapport à ce qui est... quand on veut aller à Quissevain ou quand on quitte Quissevain, on passe par le JP. Voilà, c'est ce qui nous fait monter la délinquance. C'est la raison pour laquelle je voulais insister un petit peu pour que tu nous précises où était le quartier. Non, juste un chiffre, parce que je suis questionné, Jean-Daniel, sur le sentiment d'insécurité. Alors d'abord, on travaille beaucoup là-dessus, c'est pour ça qu'on met de la présence de police municipale, parce que autant on peut mesurer le nombre de cambriolages ou de vols avec violence, le sentiment d'insécurité ne se mesure pas. Il se mesure à travers les sondages. Il en est sorti la semaine dernière au niveau national, et 66% des Français ne se sentent pas en sécurité. C'est bien qu'il y a un malaise. Il y a le mal, effectivement. Et donc, quoi, tu voulais rajouter Oui, quelque chose? je voulais rajouter quelque chose, c'est que pour moi la police de sécurité au quotidien elle existe déjà par la police municipale. Moi, je pense qu'elle est plus présente dans les quartiers parce qu'elle est plus nombreuse que la police nationale qui a d'autres missions et qui est plus véhiculée qu'à pied ou comme en scooter, je pense. Hein. Alors que pour avoir une police de proximité ou une police au quotidien, il faut être proche des gens. Donc c'est pas être enfermé dans une caisse qui fait qu'on voit les choses. Donc ce qui avait été fait auparavant, c'était une bonne idée. Oui, mais pas comme ça. C'est-à-dire que le comité doit exister. C'est-à-dire que on ne doit pas. Ce qu'ils avaient voulu faire à l'époque pour la police de proximité, c'était de fondre la police dans la population. Non, la police reste la police avec son autorité. On n'est pas copain avec le président de l'association, ni avec le jeune de quartier, on reste la police. Et ça on l'avait oublié. C'est ce qui a fait que... Et aller jouer au foot avec C'est ce qui a fait que, du coup, la police était devenue la bande rivale, tout simplement. Voilà. Donc, et là, oui, vas-y, il va y avoir un service civique de 6 mois qui va être mis en place. Alors, je ne sais pas si c'est en gestation, mais est-ce qu'il ne serait pas opportun qu'une partie des missions dévolues à ces mômes-là renforce la sécurité publique? C'est une bonne idée. Il y avait des policiers auxiliaires avant. Non, justement, là il y a quelque chose qui a été créé, je ne sais plus si c'est par Chirac, par Jospin ou par Sarkozy, mais enfin il y a quelques années, c'est les cadets de la République. Oui. Et les cadets de la République, au départ, existent toujours d'ailleurs. Chirac qui avait Oui, c'est Chirac. Oui. Ça avait été fondé justement pour que ces jeunes des quartiers puissent intégrer la police dans cette mesure-là de prévention préventive. Je vais à l'école de police 5-6 fois par an. Et je pose toujours la question, parce que je les vois passer, les cadets, ils n'ont pratiquement pas de jeunes des quartiers. Ils ont tes enfants ou tes petits-enfants, les miens, qui veulent rentrer dans la police, et qui passent par cette voie. Ça a été un échec total au niveau des quartiers. C'est pour dire à quel point dans les quartiers, et puis n'ayons pas peur des mots, quand on dit quartier, c'est population d'origine immigrée. Et ils n'ont pas cette culture-là. Et moi je vois. Moi volontairement, je suis moi-même issu des quartiers, donc j'ai un copain d'origine étrangère. J'en ai embauché une vingtaine au sein de la police municipale. J'ai du mal à les faire travailler dans les quartiers, parce qu'ils se font traiter de balance et de traite. Mais au début, ça avait bien marché, les cadets. Oui, parmi les gens des quartiers difficiles et issus de l'immigration. Et après, bon, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, t'es un lâche, voilà. Je voulais, justement, concernant le centre-ville, te demander, il y a ces fameuses épiceries de nuit. C'est très bien qu'il s'y passe pas mal ils sont là pour dealer, ils blanchissent l'argent, pas tous, ouais, une bonne partie quand même, on sait très bien. Mais qu'est-ce qui est fait là justement pour cela? Est-ce qu'il y a une surveillance particulière? Qu'est-ce qui est fait? Alors, d'abord, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, n'importe qui, à part si c'est une pharmacie ou un bar, n'importe qui peut ouvrir un commerce. Il s'avère que la majeure partie des commerces qui sont ouverts la nuit, ce ne sont pas des... Non, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, je suis interpellé en me disant pourquoi la municipalité a donné l'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation, on ouvre le commerce. À partir de là, bon, nous, elles sont toutes recensées, les épiceries de nuit. On a eu beaucoup de soucis il y a quelques années. Donc le maire a pris 2 arrêtés municipaux il y a 5-6 ans. Un, pour que ça ferme à minuit. Alors dans la majeure partie des épiceries de nuit en France, c'est toute la nuit. Nous, à minuit, ça doit fermer. Et interdiction de vente de l'alcool après 22 heures. Donc systématiquement, nos équipes de nuit, on a une police municipale qui travaille 24 heures sur 24, avec des équipes de nuit spécialisées, font la tournée de toutes ces épiceries de nuit, en tout cas celles qui sont mal connues, au niveau judiciaire. On a mis en 2017 pratiquement 400 PV. Les PV, ce n'est pas des contraventions, hein, c'est donc des procès-verbaux qui sont transmis
à l'officier du ministère public, donc au commissariat. Et ensuite, c'est traité. Qu'est-ce qui se passe après? On a réussi, ça a été compliqué à mettre en place, mais on a réussi à faire travailler ensemble la police municipale, la police nationale, la préfecture. Ça, c'est un travail quotidien, on avait toujours réussi. Mais un élément essentiel qu'on n'arrivait pas à ramener à nous, c'est les services fiscaux. Maintenant, on travaille ensemble. Parce que ces gens-là, tu peux les avoir que par le fric, comme un Capone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit ils payent leur PV, alors ils se prennent des amendes de 600, 800 euros régulièrement. Alors, ils payent, il y en a quelques-uns qui payent. Mais la majeure partie ne paye pas. Et à ce moment-là, un soir, à 22-23 heures, débarque dans leur commerce un agent des services fiscaux, un agent des douanes, un agent de chez nous, un agent de la nationale. On saisit le tiroir caisse, on saisit le stock, on saisit le véhicule du propriétaire. Dernièrement, il y a un an, on a récupéré rue de la République un Porsche Cayenne. Donc on les met vraiment à plat. Alors ça, c'est la mesure ultime. Entre-temps, j'ai oublié, il y a les fermetures administratives. Là, j'ai eu donc un mail du préfet, parce que c'est lui qui décide des fermetures administratives il y a 3-4 jours. Encore 5 épiceries limoises qui vont être fermées pour 3 mois. Parce que elle a été verbalisée trop souvent par la police municipale. Oui. Donc, alors c'est... Sur quelle base on intervenir? À l'ail, comme tu as dit, avec 4 intervenants. Sur quelle base? Sur les arrêtés municipaux. Mais il y a eu, ils ont commis des fautes alors. Les fautes, elles sont classifiées. Soit ils vendent de l'alcool après 22 heures, on les prend en flagrant délit. Soit à minuit et demi, ils sont encore ouverts. Soit en flagrant délit, on prend quelqu'un qui vient d'acheter un paquet de cigarettes, parce que c'est surtout ça d'ailleurs. On parle toujours des stupes, mais c'est surtout le trafic de cigarettes, avec le prix qui augmente. Il y a un trafic qui s'installe énorme, soit des stupes. D'abord, c'est plus grand. Mais on arrive à les choper. Et donc les nuisances sonores, parce que ça attire une faune à 22-23 heures en bas de l'épicerie, et les gens peuvent... Ce qui est le cas rue de la République, rue nationale. Donc là, il y a également des patrouilles qui sont faites régulièrement. J'avais une question sur les caméras. Est-ce qu'il y a beaucoup de délits commis? Est-ce que vous chopez beaucoup de monde à partir avec les caméras? J'ai les chiffres. C'est un pourcentage important. Ah oui, c'est important. Alors il faut savoir que sur Nîmes, bon an, mal an, entre police municipale et police nationale, il y a 4000 interpellations de délinquants. Non. Oui, c'est bon. 4000. Sur ces 4000, il y en a, j'ai les chiffres de 2017 en tête et je les ai là, 350 qui ont été arrêtés par la police municipale. Et l'an dernier, 512 arrêtés grâce aux caméras. L'année d'avant, c'était 555. Ça a été le pic 2016. 555 interpellations, c'est-à-dire 555 individus qui seraient encore dans la rue à faire leur méfait si les caméras n'avaient pas existé. Puis c'est dissuasif également une caméra. Alors, c'est tellement dissuasif qu'évidemment on en est bien conscient. Alors, au Mazomen, ils nous les cassent systématiquement. Il n'y a qu'au Mazomen qui font ça. Et surtout, ça déplace le problème. On en est conscient. Et si on a 340 caméras, c'est parce que justement, on suit l'évolution des dealers et des voyous. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur avait dit, dans ce qui était prévu, c'était de mettre plus de caméras dans les villes. C'est dans un fonction de programme. Par contre, il ne dit pas qui est-ce qui paye. Voilà, donc, c'est facile de dire on met des caméras quand c'est les communes qui payent. Il y a aussi ce qui s'est passé. Le problème des caméras, c'est on voit notamment à Londres où ils ont multiplié à outrance les caméras, où aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer de 5 il y a quelqu'un qui vous prenne en photo d'un côté ou de l'autre. Mais pour autant, ça n'a pas baissé le taux de délinquance. Oui, mais ça a augmenté le taux d'élucidation. Peut-être. Parce que nous, c'est pareil. Nous, on a doublé le taux d'élucidation depuis qu'il y a des caméras. Enfin, depuis qu'il y a des caméras, qu'on a renforcé les effectifs. Ouais. En 2001. Je ne partage pas tout à fait, si tu veux, le nombre de caméras, mais pour moi, c'est bien que c'est vrai qu'elles permettent après coup d'arrêter, mais on n'a pas de réaction. Je dirais immédiate. Non, mais c'est sûr. Il se trouve que quelquefois, tu te dis, vous avez la caméra en dessus, ça m'arrive d'appeler. Mais elle est fixée ailleurs. Mais après, il n'y a pas la remontée. Il y a aussi des avis. Le commissaire de police de circonscription, souvent, il est noté sur les infractions constatées ou les plaintes déposées,
et les élucidations. C'est comme ça qu'on calcule, c'est plus les chiffres sont proches, et mieux le service tourne. Donc, ce qui ne compte pas d'arrêter, ce qui compte c'est pas de constater, c'est d'interpeller les gens. Philippe. Bon, il y a un exemple, et vous avez tous entendu parler, à Viry-Châtillon, il y avait une caméra dans l'endroit stratégique, elle était pétée sans arrêt, donc on mettait un policier pour surveiller la caméra, donc la caméra servait à assurer la sécurité publique, et le flic qui est chargé de la sécurité publique, il surveillait la caméra. Enfin, on assiste aussi à des choses qui sont parfois, qui sont pas cohérentes. Voilà. En fait, nous on n'a pas mis sur un quartier, je ne dirais pas lequel, on n'a pas mis un policier pour surveiller la caméra, mais on a mis une caméra espionne, c'est-à-dire pour espionner. Pour surveiller la caméra comme au café évident. C'est extraordinaire ça quand même. Bien écoutez messieurs, le débat va prendre fin. Philippe, Rota, je vais te laisser quelques mots de conclusion. Ensuite on fera un tour de table. C'est des sentiments, il y a la politique, c'est ce que je disais, la grande politique, et il y a la politique locale. Moi je lis Midi Libre tous les jours pour préparer cette émission. Et je vois qu'il y a souvent des arrestations, beaucoup, tous les jours. Et donc je me dis, on a une police, c'est ce que je me dis moi comme citoyen, on a une police qui globalement fait son boulot. Voilà. Il n'y a pas de bavure, il y a... Alors, moi je mentirais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le quartier, puisque moi je suis concerné sur le quartier, mais sur la ville aussi, je m'y étais intéressé un petit peu aussi. Effectivement, il y a des résultats, il y a des remontées, à condition, mais ça c'est mon souhait le plus grand, c'est qu'il y ait une implication davantage de la part des citoyens et des gens. Ce qui a été fait à Bachalas. Bon, je sais pas, je sais qu'il y en a 8, il y a 8 associations. Pour la petite histoire, l'affaire de Bachalas où il y a eu 8 arrestations dans un gros morceau, c'est parti de mon bureau où un riverain m'a donné pas mal d'infos que j'ai transmis au commissariat. 15 jours après, tout le monde était sous le vélo. André? Alors, pour rejoindre ce qu'il vient de dire, c'est responsabiliser les citoyens, les administrés, pas dire oh, bah ça, moi je ne m'en mêle pas, ça ne me regarde pas. Non. Il faut que les gens soient responsables et dire oui j'ai vu ça, oui j'ai fait ça, oui j'ai... Bon. Et après sur le projet actuel, je pense qu'il... Moi je suis un peu sceptique. Hein. Je suis un peu sceptique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Très bien. Richard, nous allons te laisser le mot de la fin. Moi, je te remercie infiniment d'être venu. C'est moi qui te remercie. Parce que c'est une émission qui est intéressante, qui va intéresser nos... Le débat a été très cordial et ça me fait plaisir. C'était le but. En tout cas, merci à toutes, merci à tous encore de votre fidélité. Justement, oui, pour la fin, vas-y. bon, d'abord, rejoindre, c'est très important ce que dit Jean-Daniel, c'est-à-dire sans la population, la police ne fera rien. Donc il faut que les gens s'impliquent. Et ensuite, et c'est normal, je veux rendre hommage justement à ces policiers nationaux et municipaux qui arrêtent finalement souvent les mêmes personnes parce que le taux de multirécidiviste est énorme et on pourrait dire ils baissent les bras, et bien non, nos policiers ne baissent jamais les bras et je leur dis chapeau. Bien, eh bien, nous allons conclure maintenant. Merci également à Benjamin Baron. Merci à vous de nous suivre toujours aussi fidèlement sur notre page Facebook. À très bientôt et restez fidèles. Bye bye.